Comment Hunter x Hunter, une œuvre de fiction, nous explique les capacités mystiques, occultes ou surnaturelles. Bon, je dis surnaturelles parce que beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que ces choses-là défient les lois occidentales de la physique ou de la nature. Mais en fait, c'est parfaitement naturel et c'est parfaitement explicable dans la physique africaine. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le classement des capacités initiatiques en me servant de l'œuvre de fiction Hunter x Hunter. Bon, avant que je ne m'attaque au sujet de la vidéo, j'ai trois choses que j'aimerais dire. Premièrement, dans l'épisode sur les égrégores que j'explore à l'aide de l'œuvre du Jujutsu Kaisen, il y a des personnes qui ont dit que Chainsaw Man, un autre manga, était plus approprié pour expliquer les égrégores. Pour ceux qui ne savent pas, dans Chainsaw Man, il y a des monstres qui naissent des émotions et des comportements humains. Un des monstres les plus dangereux de l'œuvre, c'est le démon Fling, né du fait que beaucoup d'humains ont peur des armes, mais aussi du fait que beaucoup d'humains utilisent les armes à feu. C'est un des principaux antagonistes et il est constamment alimenté. L'idée, c'est que chaque coup de feu tiré le renforce. Vous vous doutez donc bien qu'il adore la guerre. Alors, Chainsaw Man n'est pas plus représentatif parce qu'il n'existe pas dans l'œuvre une initiation à cela. Tout le monde peut les voir et tout le monde peut interagir avec. Ça ne reflète donc pas plus la réalité. Tout le monde ne peut pas avoir la capacité de voir ces choses invisibles sans initiation. C'est d'ailleurs pour ça que dans Jujutsu Kaisen, ils sont un nombre très restreint. Ils sont un très petit groupe de personnes initiées qui sont capables de voir cela. Donc oui, l'œuvre Chainsaw Man parle des égrégores. Il parle même plutôt très bien des égrégores, mais pas mieux que Jujutsu Kaisen. Deuxième chose, d'autres commentaires m'ont aussi parlé de la série American God. C'est une œuvre qui met en scène le début, le commencement, la préparation d'une guerre entre d'anciens et de nouveaux dieux venant du monde entier et de toutes les cultures. C'est une série que j'ai regardée avec beaucoup d'attention parce que j'avais beaucoup aimé déjà de un, et en plus, la seconde raison, c'est qu'il y avait ma divinité préférée à l'intérieur. Je parle du dieu des histoires du monde, Anansi. Moi je compte 1, 2, 3 dieux africains dans cette pièce. Et 2 d'entre eux veulent agir avec retenue. La guerre arrive à grands pas. C'est une divinité Ashanti. Il est dans le panthéon des divinités de l'Afrique de l'Ouest, tout comme les Orishas. D'ailleurs, les Orishas apparaissent également dans la série. Alors, ce que je viens de dire là, c'est ça le souci avec American God. Les auteurs prennent leurs égrégores, les Loki, les Odin, les Thor, les Tchernobog, les Jésus, et ainsi de suite, pour les mélanger à des divinités africaines en nous faisant croire que tous fonctionnent de la même façon. Ce n'est pas le cas. Anansi n'a pas besoin de l'existence de l'homme pour exister. Il était là bien avant et sera là bien après. Les divinités du centre de l'Afrique comme Mangila, Mungedi, Yedibin, Jolo, Manjonjo, Manjo ou encore Ngando, j'en passe et il y en a plein, c'est tout un panthéon, n'ont pas besoin des humains pour vivre ou encore agir. Ce sont des principes cosmiques. Donc oui, American God parle des égrégores, ils en parlent même très bien avec des illustrations de notre société contemporaine, mais ça n'explique pas mieux le concept que Jujutsu Kaisen, parce qu'il y a justement un mélange et un brouhaha à l'intérieur. American God mélange tous les êtres occultes et les traite tous comme des égrégores. Par exemple, dans la culture irlandaise, les créatures qu'on appelle les leprechauns ne sont pas des égrégores. Or, dans cette série, on fait en sorte qu'ils soient représentés comme des égrégores. J'ai choisi Jujutsu Kaisen après avoir analysé toutes les œuvres à ma connaissance qui traitent du sujet des égrégores, et j'ai préféré parler de Jujutsu Kaisen précisément parce que c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. D'ailleurs, même dans la représentation de ceux qui combattent les égrégores, Jujutsu Kaisen est beaucoup plus proche de la réalité que les deux autres. Un troisième et dernier point que je voulais aborder avant qu'on ne passe au sujet, c'est que je vous demanderai de vous calmer et d'éviter certains commentaires inutiles. Cette chaîne n'est pas une chaîne manga, ce n'est pas une chaîne de distraction, ce n'est pas une chaîne dessin animé. J'utilise des œuvres de fiction à but pédagogique et non pour distraire. Donc les commentaires qui disent on dit animé, pas dessin animé là. Arrêtez ça. C'est quoi la définition d'un dessin animé? Si je vous montre cette œuvre et que je vous demande qu'est-ce que c'est un dessin animé parce que c'est un truc dessiné qui a été animé. Donc, techniquement, mon propos il est adapté. Point à la ligne. Quelle est la différence entre animé, dessin animé? Ils ne peuvent pas comprendre, ça vient d'être... On s'en fout royalement. Ça n'a aucune pertinence ici. Aussi, que je dise manga, bande dessinée, animé ou encore dessin animé, je me réfère à l'œuvre de fiction.
Point. Ce n'est donc pas la peine de vouloir corriger ça. On aime beaucoup trop sacraliser des choses inutilement. Ce sont des dessins animés, ce sont des bandes dessinées, ce sont des mangas, ce sont des animés. Tout ça là renvoie à la même chose. Le manga qui va nous servir d'exemple aujourd'hui, je vais l'appeler Hunter x Hunter. Je sais que certains parmi vous qui se disent puristes ou je ne sais trop quoi, voudront que je dise Hunter Hunter. Mais je dirais Hunter x Hunter. Ce n'est pas le propos de la vidéo. Comment se prononce l'œuvre? J'appelle ça Hunter x Hunter. Point. L'écrasante majorité des personnes qui suivent nos vidéos, qui vont regarder cette vidéo, s'en fichent complètement. Suivez leur exemple. Prenez juste la pédagogie que je transmets, appréciez certaines références, mais restez-en là. Tout le reste là, laissez ça dehors. Ne mettez pas mal à l'aise les autres parce que ce sont des sujets que vous connaissez mieux. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Maintenant, je vous demanderai d'appliquer les mêmes consignes pour toutes les autres vidéos où je vais utiliser une œuvre de fiction comme référence. Je ne veux pas certains commentaires. Voilà, maintenant que mes 3 points que je voulais souligner en début, c'est fait, je vais enfin vous expliquer les différentes capacités initiatiques que l'on peut retrouver dans notre monde. J'ai même déjà eu à rencontrer des personnes qui ont une ou plusieurs de ces capacités et qui les manient avec une certaine habileté. C'est très impressionnant à regarder. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. De prime abord, vous devez savoir que les aptitudes occultes, les aptitudes initiatiques sont très variées et ce que je vais vous apprendre, ce sont les grandes catégories. J'ai hésité à utiliser Naruto avec le système de pouvoir basé sur le chakra et Hunter x Hunter avec un système de pouvoir basé sur l'énergie vitale qu'ils ont appelé Nen. J'ai hésité entre les deux, mais finalement j'ai choisi le Nen, c'est-à-dire l'énergie vitale, parce que c'est mieux expliqué et bien plus détaillé que le chakra. Dans Hunter x Hunter, ils disent que ce qui rend un initié surhumain, dans la définition de l'humain, donc forcément dans la définition du surhumain, c'est sa force vitale. Les initiés dans l'œuvre qu'ils appellent des hunters doivent apprendre à utiliser l'énergie vitale qu'ils possèdent eux-mêmes pour faire sortir ça de leur corps et effectuer avec cette énergie un ensemble d'actions plus ou moins impressionnantes. Comme là par exemple, il y a un personnage qui utilise son énergie vitale pour couper une canette de jus avec du papier. Ou encore cet autre personnage qui réussit à se soigner un bras qui a été gravement blessé. Alors déjà, dans la réalité, on n'a pas qu'une seule source d'énergie, mais plusieurs. Certains initiés ou certains sortilèges peuvent demander votre énergie vitale, mais pas tous. L'écrasante majorité ne vous demande même pas votre énergie vitale. Les initiés africains peuvent avoir de l'énergie occulte qu'ils stockent, un peu comme du chakra ou du ki. Ce sont vraiment des noms que j'utilise pour rapidement expliquer, vu que c'est dans la culture populaire déjà. Alors c'est leur force mystique, c'est la force mystique de l'individu, une énergie qui fonctionne comme la force physique. Donc on va naître avec une certaine quantité d'énergie que l'on pourra développer grâce à l'entraînement ou encore affaiblir si on ne pratique pas assez. On pourra aussi naître avec une très grande force, une très grande énergie, tout comme on peut naître avec une très grande force physique. C'est à peu près la même chose. C'est ce qui fait que deux initiés du même genre peuvent avoir des niveaux totalement différents en fonction de leur génétique ou de leur rigueur dans l'entraînement. Les initiés peuvent aussi utiliser directement l'énergie de la nature sans l'absorber. D'ailleurs, la plupart des rituels que je partage avec vous sont des rituels qui utilisent directement l'énergie de la nature. Je pourrais vous montrer un rituel où on utilise le jujube ou l'écorce de X ou Y arbre. Je vais vous montrer comment disposer ces éléments de sorte à utiliser l'énergie de la nature et non votre énergie. Ça va souvent servir à des purifications, des bénédictions et chasser des entités négatives, appeler des entités positives, appeler vos ancêtres et ainsi de suite. L'énergie de la nature, c'est pratique pour ce genre de choses. Donc, on a 3 types d'énergie qu'un initié peut utiliser. L'énergie de la nature, extérieure à lui, l'énergie qui circule en lui, mais quand il utilise ça, ça n'engage pas son pronostic vital. Il sera juste fatigué, un peu comme quand tu fais de l'effort physique, mais un bon repos peut te remettre sur pied. Et enfin, le 3e type d'énergie qu'il pourrait utiliser, c'est l'énergie profonde, l'énergie vitale. Ça circule en chaque humain vivant et ça le connecte et ça connecte chaque humain à l'univers. Pour aller dans le monde des ancêtres, un peu comme le fait T'Challa dans Black Panther, dans le film Black Panther, on utilise l'énergie vitale. Pour faire un sortilège de protection ou pour exploiter les capacités de son totem, on utilise son énergie qui circule, pas celle qui est vitale.
l'autre. Et pour purifier son espace de vie, par exemple, on peut utiliser l'énergie de la nature. Maintenant, quand on revient dans l'œuvre de fiction Hunter x Hunter, les capacités des Hunters, leurs initiés, peuvent être infinies et d'une infinie complexité. Mais toutes leurs aptitudes initiatiques peuvent être regroupées dans 6 grandes catégories. Les utilisateurs du renforcement qui ont la capacité d'améliorer une aptitude qui existe déjà, qu'ils ont déjà. Par exemple, regarder loin, voire de très longues distances. Dans l'œuvre, on a ce personnage, Uvogin, qui utilise le renforcement pour rendre sa peau très solide, son corps très résistant, et il a suffisamment de force pour pouvoir soulever 4 costauds bonhommes adultes avec une grande facilité. Après le renforcement, on a la transformation qui permet de transformer son aura en quelque chose d'autre. Ici, Killua, un personnage qui transforme son aura, son énergie vitale en électricité. Ou encore cet autre personnage qui transforme son énergie vitale, son aura en fumée. Après la transformation, on a la matérialisation. Nous sommes toujours dans l'œuvre qui permet d'utiliser son aura pour fabriquer des objets. Voici Murasaki, une antagoniste qui peut faire apparaître un aspirateur avec lequel elle se bat, mais qui lui permet surtout de nettoyer des scènes de crime. Ensuite, on a le naine de la manipulation ou l'aura de la manipulation qui permet de contrôler, de manipuler ou d'influencer des objets, des animaux ou des personnes. Sukuwara utilise cette compétence pour pouvoir manipuler des chiens et leur donner des ordres complexes. Veze a la capacité de mettre sous ses ordres n'importe quel homme pendant 180 minutes. En avant-dernière position, on a le naine de l'émission qui permet d'utiliser et de manipuler sa propre énergie vitale directement et d'influencer directement l'énergie là. Dans l'œuvre, Pokoro pouvait séparer son aura de son corps pour pouvoir projeter ça en forme de flèche en toute vitesse sur l'ennemi. Enfin, on a la spécialisation qui est une capacité spéciale, un peu comme Neon Nostrad qui peut prédire l'avenir ou encore Pakunoda qui pouvait lire dans la mémoire juste en touchant les gens. Ce sont des capacités spéciales que l'on a, voilà, c'est comme ça. On a donc là 6 types de pouvoirs, 6 types de capacités mystiques qui comprennent l'ensemble de toutes les capacités qu'un individu peut développer dans l'œuvre. Les personnages naissent avec une capacité prédominante, prédéfinie, mais peuvent développer des aptitudes qui demandent d'autres types de compétences. Un gars peut par exemple être de la matérialisation, il va fusionner matérialisation et manipulation. Et il va fabriquer par exemple des chaînes qu'il peut contrôler grâce à la pensée. Un peu comme ce personnage. On peut donc avoir facilement des combinaisons de 2 ou 3 types de naines pour une seule compétence. Ce système est vraiment beaucoup plus proche de la réalité que le chakra qui n'est lié qu'à des éléments. Terre, air, eau, feu, foudre. Alors maintenant que ça c'est expliqué, comment ça se passe dans le vrai monde? Comment ça se passe dans la réalité? Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est ce qui est le plus proche de la réalité? De ce que je sais, des capacités occultes en Afrique, il y a 7 grands types. Chaque grand type dans son domaine a des centaines et des centaines d'arcanes différents. Les maîtres des éléments, on va les appeler comme ça, des maîtres des éléments qui sont fortement ou puissamment liés à un ou plusieurs éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Les maîtres en métamorphose, capables d'augmenter leurs capacités déjà présentes en utilisant la force des animaux. Par exemple, un chasseur initié va, quand il veut chasser, utiliser la force du gorille pour se faciliter la chasse et se protéger physiquement. Au plus haut niveau de son arcane, il peut directement prendre l'apparence physique de l'animal avec toutes ses compétences en plus des siennes, en plus de ce que lui là, il va prendre toutes les compétences de l'animal avec l'apparence de l'animal. Bon, après ça, on passe aux maîtres psychiques qui ont des aptitudes abstraites comme voyager dans les rêves, sortir de leur corps, se téléporter, communiquer à distance, lire les esprits des gens, lire les énergies des gens, voir les énergies des gens circuler aussi, ou voir même à quoi ça ressemble, ou encore percevoir l'invisible et les différents liens entre les mondes. La plupart des oracles, par exemple, entrent dans cette catégorie, vous voyez, et tout le monde n'a pas cette capacité. Après eux, c'est-à-dire les maîtres psychiques, il y a ceux que je vais appeler des divins, qui ont des arcanes très rares ou totalement inédits. Généralement, ce sont les ancêtres ou encore les divinités directement qui attribuent leur capacité à ce genre de personnes. Vous allez voir par exemple quelqu'un que peu importe ce que vous faites, aucune énergie, aucune aura malveillante ne peut l'affecter. Aucun sortilège, rien de malveillant, rien de malfaisant ne fonctionne sur lui. Ou encore une personne qui, dès qu'elle vous touche, vous guérit, peu importe la maladie que vous avez. On m'a par exemple raconté l'histoire d'une jeune fille qui avait la capacité de purifier un endroit où elle se trouve sans même en avoir conscience. Dès qu'elle arrivait dans un endroit, tout ce qui était négatif partait. Même les gens qui étaient mal intentionnés, quand les gens la croisaient le chemin de la fille en question, elle les purifiait
de tous ces sentiments négatifs-là. Elles réussissent à les purifier de leurs mauvaises intentions. Ce sont vraiment des capacités spéciaux. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est divin à la limite. Après ça, il y a les maîtres contrôleurs. Ce sont ceux-là qui ont la possibilité de contrôler, d'influencer ou encore de manipuler des êtres, des animaux ou des personnes. Ce sont ceux-là qui auront une très grande facilité à manipuler des animaux, des totems et ainsi de suite. Après ceux-là, on a les maîtres invocateurs et comme leur nom l'indique, ils peuvent invoquer. Certains sont limités. Par exemple, ils peuvent invoquer qu'une ou deux entités, pas plus. D'autres sont beaucoup plus larges. Ils ont une facilité innée à l'invocation. Ils peuvent invoquer tout type d'entité. Ce sont ceux-là que dès qu'ils vont tonner d'une certaine manière, il y aura déjà une foule d'entités présentes. Après les maîtres invocateurs, on a les maîtres de l'espace, capables d'influencer des espaces spécifiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces histoires-là où une personne entre dans un champ, mais elle n'arrive plus à sortir parce que le champ paraît infini. Eh bien, ce sont les maîtres de l'espace qui peuvent faire ce genre de choses. Maintenant, les initiés africains sont rarement limités à une seule maîtrise, un peu comme dans Hunter x Hunter. Généralement, il y a plusieurs types d'arcanes qui sont combinés et qui leur attribuent un plus grand champ d'action. Dans la société des hommes léopards, par exemple, ils auront la capacité d'utiliser la force du léopard. Ils peuvent invoquer le léopard, contrôler le léopard, se transformer en léopard ou encore même invoquer l'esprit des léopards ou parler directement au léopard. Et d'ailleurs, ceux qui vont même plus loin ont la possibilité d'invoquer les divinités liées au léopard. Le léopard est directement connecté à Osiré, donc ils peuvent directement faire appel à Osiré. Vous voyez donc là que ça combine déjà 3 des 7 grandes capacités. Aussi, vous pouvez avoir des totems qui vous donnent la possibilité d'utiliser d'autres capacités que vous n'avez pas naturellement. Par exemple, si je suis un maître de l'espace et que mon totem c'est le chien, j'ai la capacité de percevoir l'invisible. Et percevoir l'invisible est une capacité de maître psychique. Mais là, je suis un maître de l'espace avec juste un totem qui m'accorde une capacité supplémentaire. Il y a des aptitudes que certains ne peuvent tout simplement pas avoir. Nos capacités sont liées à nos gènes, à notre famille, à notre lignée et aux différents liens que nous avons noués avec ces entités-là. Aussi, une chose importante à savoir, c'est que tout le monde est lié à un élément et tout le monde est lié à un totem. Allez voir mes 2 vidéos sur les totems pour mieux comprendre cette notion. Pour connaître ses prédispositions, on va voir des oracles. Pour maîtriser ces aptitudes, on fait des initiations. Et l'initiation, pour maîtriser ça, ça dure longtemps. J'espère que vous avez mieux compris les différents classements de capacités occultes. Je n'ai évidemment pas fait le tour du sujet. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et tac! Quelqu'un a disparu.